Les informations, vous êtes mauvais. Pourquoi vous n'apprenez pas ça? Hein? Ça déclenche. Non, non. C'est bon? Ok. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la fiscalité. Donc, le premier cours, c'est introduction à la fiscalité. Donc, la fiscalité est définie comme l'ensemble des lois et règlements relatifs à la pratique de l'impôt. L'impôt est un fait des États modernes. Donc, l'impôt tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas toujours existé sous cette forme. Voilà. Donc, l'impôt a existé, l'impôt était d'abord existait au temps médiéval. Donc, on est passé d'une économie de troc. Hmm. Donc, on est passé d'une économie de troc à une économie monétaire. On est passé d'un État, d'un système médiéval à un système royal. Voilà. Donc, la première justification de l'impôt, c'est la guerre. Voilà. Donc, l'impôt il permettait de justifier la guerre. Les souverains levaient l'impôt pour justifier les guerres. Voilà. Donc, l'impôt était un fait de roi. Voilà. Donc, au moment de l'Europe médiévale, il y avait plusieurs types d'impôts. Il y avait l'impôt seigneurial qui était levé par les seigneurs. Il y avait l'impôt royal qui était levé par le roi. Et puis qui était le fait de roi. Donc, et puis après l'impôt de l'église. Voilà. Donc chacun devait payer la dîme. C'était obligatoire. Donc c'était versé l'église. Voilà. Donc c'est avec la révolution de 1895 que l'impôt seigneurial, l'impôt, je vais dire, l'impôt de l'église a pris fin. Voilà, la dîme n'est plus obligatoire depuis la révolution. Voilà. Donc l'impôt de l'église n'est plus obligatoire. Voilà. Et puis, bon, l'objectif des souverains, c'était de savoir comment subvenir à leurs besoins de la cité. Donc le souverain, le monarque, devait l'impôt pour subvenir aux besoins du royaume, pour subvenir aux besoins nécessités par les guerres. Voilà. Voilà. Les guerres, on a, la guerre la plus célèbre, c'est la guerre des 100 ans qui a été gagnée la guerre des 100 ans, et puis après la guerre des 100 ans, vous avez des fonds de guerre aussi qui ont été intervenus, qui ont permis au roi actuel de lever des impôts. Voilà. Et ce sont ces impôts-là qui ont permis de gagner ces guerres-là. Tant que les guerres, le roi arrivait à gagner des guerres, il n'y avait pas de discussion. La matière imposable était d'abord, la première matière imposable, c'était la rente sur les terres. Sur les terres. Et après, on est passé sur le commerce, sur le sel, sur, je veux dire, ainsi insurer de richesses. Donc, on comptait le nombre de poids de définir des gens pour estimer leur richesse ou calculer l'impôt. Voilà. À partir de 1895, dans la révolution industrielle, on est passé des monarchies à l'état moderne d'aujourd'hui. Voilà. Donc, l'impôt a continué à avoir son rôle essentiel prépondérant. Voilà. Donc, avant, l'impôt était le fait du roi. Maintenant, l'impôt est devenu le fait du peuple. Voilà. Donc, l'impôt va permettre de couvrir les charges publiques, voilà, les dépenses publiques. Donc, c'est les citoyens qui doivent déterminer l'impôt. Voilà. Donc, l'impôt est lié à la notion de souveraineté. Donc, on peut distinguer la fiscalité comme le droit fiscal, l'ensemble de ces textes qui organise les rapports financiers entre l'État et les contribuables. Voilà, voilà. Donc, entre l'État et nous, voilà, donc les États modernes et les contribuables. Donc, l'État va demander aux citoyens de déterminer les charges publiques. Alors, les citoyens vont le faire par rapport à leurs représentants, qui sont les députés à l'Assemblée nationale. Donc, ce sont les députés qui déterminent les charges publiques et puis les moyens de la couverture des charges publiques là, par les impôts. Voilà. Donc, l'impôt est un fait lié à la souveraineté des nations. Alors, cette souveraineté-là est consentie par les citoyens de la nation qui déterminent les charges communes et les moyens de couvrir ces charges communes-là. Donc, l'impôt est présent dans toutes les activités de la vie. L'impôt est présent, l'impôt est présent, omniprésent dans toutes les activités de la vie. Nos citoyens, l'impôt est déterminé par nos représentants à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est les députés qui votent l'impôt.
va. Donc, généralement, vous voyez qu'à partir de décembre, on va parler de loi de finances. Ça va? Voilà. Donc, on va parler de loi de finances, on va parler des textes liés à la loi des finances. Ça va? Voilà. L'annexe à la loi des finances qui va permettre de déterminer l'impôt de l'année en cours, de l'année suivante. De l'année suivante, déterminée, qui rentre en application à partir du 2 ou 3 janvier de l'année suivante. Donc, les impôts sont omniprésents à tous les étapes de la vie d'entreprise, de la vie des citoyens. Voilà. Les actes affectant les structures du patrimoine de l'entreprise, création de la société, modification du capital, fusion des sociétés et dissolution. Donc, vous avez des impôts. Voilà. Sur le commerce, vous avez des impôts qu'on appelle la TVA. Sur le potentiel ou les facteurs de production, vous avez des impôts. Sur le facteur travail, la main-d'œuvre, les impôts sur salaire. Sur le facteur capital, vous avez les impôts également, l'impôt foncier, euh, l'impôt sur les patentes, sur les bénéfices réalisés, l'impôt patente. Ok. Donc, on va arriver à la définition de l'impôt. L'impôt est un prélèvement pécuniaire requis des particuliers, personnes morales et physiques, par voie d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie, en vue d'assurer le financement des dépenses publiques. Donc l'impôt, c'est d'abord pécuniaire, ça veut dire que c'est en argent, donc il n'y a pas d'impôt en nature. Donc c'est requis des particuliers et des personnes particulières, et des personnes physiques et puis des personnes morales, par voie d'autorité, par voie d'obligation à titre définitif. C'est-à-dire que, bon, quand on paye l'impôt, il n'y a pas de possibilité de vous retourner votre argent. Sans contrepartie, l'impôt ne change pas contre toute prestation de service. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous avez payé l'impôt qu'on va vous donner en contrepartie une prestation de service. Non. Donc, c'est pour assurer le financement des dépenses publiques. L'impôt est fait pour assurer le financement des dépenses publiques. Maintenant, on peut décortiquer un peu cette définition-là. Une prestation pécuniaire, c'est quoi? Donc, ça veut dire quoi? Que l'impôt se paie toujours en argent. Voilà. Nous sommes passés du système de troc au système monétaire. Voilà. Donc, l'impôt se paie en argent. Voilà. L'impôt se paie en argent. Il n'y a pas d'impôt en nature. Donc, dans les États modernes, l'impôt se paie en argent. Voilà. Donc, pour payer vos impôts, vous êtes obligé de le faire en argent. La conséquence qui en découle, c'est que l'État ne paye en principe pas d'impôt. Voilà. Donc, l'impôt est requis des particuliers, mais pas de l'État. Les démembrements de l'État non plus ne payent d'impôt. Sauf dans le cas où l'État ou ses gouvernements se comportent comme des concurrents du secteur public. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les événements publics industriels EPIC en Côte d'Ivoire. Si dans le cas, une structure d'entreprise est décidée comme établissement public à caractère industriel commercial, donc cet établissement a payé l'impôt. Voilà. Mais sinon, les autres démembrements de l'État ne payent pas des impôts. Voilà. Donc, c'est les particuliers qui paient les impôts. Voilà. Voilà. Et ces impôts-là seront payés aussi en fonction de leur capacité contributive. Voilà. La notion de capacité contributive signifie que tous les citoyens ne supportent pas forcément le même niveau d'impôt. Il varie en fonction de la richesse, du revenu, de la fortune de chacun. Euh, le mot égalité en présence de l'impôt a fait beaucoup de débats dans la création de l'impôt. Voilà. Donc, dans la création de l'impôt, le mot égalité a fait beaucoup de débats. Donc, vous avez qui paye l'impôt, comment on peut payer l'impôt, est-ce qu'on doit avoir un même type d'impôt pour tout individu? Non. Donc, les impôts seront en fonction de votre richesse, seront en fonction de vos revenus, seront également en fonction de ce que vous avez comme bien également. Donc, depuis l'article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1989, qui disposait pour l'entretien de la force publique et pour la dépenses, les dépenses d'administration, une contribution est indispensable. Elle doit être également répartie pour tous les citoyens à raison de leurs facultés. Par ailleurs, selon la doctrine, l'impôt représente la part de chaque citoyen
l'application du principe de la solidarité sociale nationale doit supporter chaque citoyen. En général, je disais que si vous ne voulez pas payer impôt, vous allez vous en bourse. Voilà. Si vous êtes dans la société, vous devez participer à la solidarité sociale. Donc, par voie d'autorité. Donc, par voie d'autorité, c'est que le caractère, je veux dire, inquisitoire de l'impôt, l'impôt obligatoire. C'est un prélèvement obligatoire. C'est-à-dire que vous avez de, par obligation, on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix, on paye l'impôt. Tout le monde doit payer son impôt. Voilà. Les Américains disent qu'il y a deux vérités qui sont sûres, qui sont indiscutable. La première vérité, tout le monde doit payer ses impôts. La deuxième vérité, tout le monde doit mourir. Ça, c'est des vérités qui sont immuables. C'est indiscutable. Tout le monde doit payer ses impôts, tout le monde doit mourir aussi. Donc ça, c'est lié à la vie. Donc l'impôt est effectué par voie d'autorité aussi, c'est-à-dire que l'impôt est fait par prescription de la loi. Donc c'est une prérogative de la puissance publique. On ne peut pas aller contre la loi. De la sec leg. La loi est dure, mais il faut respecter la loi. Donc l'administration applique cette prérogative-là. L'impôt est un attribut essentiel de la souveraineté de l'État. L'impôt est un fait institutionnel, il repose sur les bases juridiques. L'impôt est obligatoire, c'est la loi qui concerne l'impôt, la loi de finances. Donc lorsque les députés votent chaque année la loi de finances va consentir l'impôt. On va dire les impôts que nous devons payer. Voilà. Donc, c'est la loi des finances qui va dire pour chaque année. Donc, lorsqu'on va voter le budget, à l'annexe du budget, on va voter de l'État, on va voter également la loi des finances qui accompagne le budget. Voilà. À titre définitif. Donc, l'impôt n'est pas un prêt. Hein. La différence de l'emprunt, on revoit sur l'emprunt, mais l'impôt n'est pas un prêt. Voilà. Il n'est ni restituable, ni remboursable. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est à titre définitif. Donc, vous payez l'impôt, c'est définitivement que vous l'avez payé. Même si c'est un surplus, l'État va vous demander de récupérer ça sur les années à venir. Voilà. Sans contrepartie directe. Donc, l'impôt n'est pas un prix. Voilà. Voilà. C'est une solidarité. Voilà. Donc, juridiquement, l'impôt ne constitue pas le prix d'un service rendu. Aussi, le contrôleur ne peut-il contester sa dette. Arguer de la mauvaise utilisation des deniers publics, il ne peut davantage exiger que l'impôt qu'il paie soit affecté à tel ou tel service public, ou financement, ou de telle ou telle opération. De même, il peut refuser de payer l'impôt au motif que celui-ci financerait des dépenses contraires à ses principes. Donc, on ne peut pas arguer que votre village n'a pas été électrifié, que vous ne payez pas d'impôt, ou bien que la route qui mène chez vous, dans votre région, dans votre département, n'est pas d'impôt. Non, non. Il n'y a pas de contrepartie dans l'impôt. Donc, vous devez payer l'impôt, que vous devez exiger des services sociaux. C'est l'État qui organise, voilà, la puissance publique qui organise voilà, l'affectation des impôts pour la couverture des charges publiques pour les investissements. Voilà. Donc, le citoyen lambda ne peut retorquer d'artifice pour se soustraire à l'impôt. Voilà. Donc, chacun est obligé de payer l'impôt sans tenir compte de l'affectation de l'impôt, sans tenir compte de l'utilisation de l'impôt. Les principes fondamentaux de la fiscalité. Voilà. Donc, l'un des principes fondamentaux de la fiscalité, c'est l'égalité devant l'impôt. Ça va? Dans le thème de on dit égalité, dans le égalité, vous avez le mot égal, ça va dire ça va conformer à la loi. Donc, la légalité, c'est la conformité à la loi. C'est s'englobe au sens large des règles de droit. Donc, vous payez votre impôt conformément à la loi, conformément aux prescriptions que la loi a définies. Voilà. L'impôt est payé par rapport aux prescriptions que la loi a définies. Donc, le principe de l'égalité est la principale conséquence du consentement de l'impôt qui doit relever de la compétence d'une assemblée représentative des citoyens. C'est nous, citoyens, qui votons l'impôt, c'est-à-dire qui déterminons l'impôt que nous devons payer, c'est-à-dire que nous qui déterminons les besoins de notre État. Et on le fait par rapport à nos représentants, c'est-à-dire nos députés, l'Assemblée nationale, c'est vrai qui vont
déterminer, qui vont déterminer les besoins de l'État et déterminer ensuite, avec ces besoins-là, les ressources pour couvrir les besoins de l'État. Donc, on peut faire référence à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution commune. Voilà. Donc, on a la nécessité de la contribution commune. Dans l'exercice de la souveraineté fiscale de l'œuvre législative qui assure la représentation nationale. La Constitution dispose que le Parlement vote les lois et consent l'impôt. Voilà. Donc, c'est le Parlement qui vote le budget et puis l'annexe fiscale voilà, à la loi des finances. Donc, il détermine les différents impôts, les modalités d'imposition voilà, et de paiement de l'impôt. Par ailleurs, la loi détermine l'assiette. L'assiette, c'est le montant qui doit supporter l'impôt, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Il convient toutefois de relever que l'autorité gouvernementale devient particulièrement importante dans l'exercice de la souveraineté fiscale pour les raisons suivantes. Les autorités gouvernementales et administratives disposent légalement du pouvoir de créer certains prélèvements obligatoires. En raison de la technicité et de la complexité de la fiscalité, les initiatives en matière sont très souvent d'origine gouvernementale. Donc, le principe de l'égalité devant l'impôt. Voilà. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. Voilà. Donc, le principe de l'égalité devant l'impôt trouve son origine dans le principe d'égalité devant la loi, consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et que l'État de Côte d'Ivoire a repris dans le préambule de la Constitution. Voilà. Donc, tout contribuable se trouvant dans la même situation de droit ou de fait qu'un autre contribuable doit être soumis à une même à une imposition identique. Si on nous va au marché, on a le même temps, on doit payer le même type d'impôt. Si toi tu payes 3 000, moi je paye 3 000. Tu payes 10 000, je paye 10 000. Donc chaque citoyen est taxé dans les mêmes conditions d'exercice. Donc, on ne peut pas taxer quelqu'un qui fait la même activité 10 000 et quelqu'un d'autre qui fait la même activité 15 000. Donc la taxation est identique pour tous les citoyens, pour les niveaux d'activité et les niveaux de business. Si vous êtes détaillant, vous avez le même niveau d'activité, le niveau de... Si vous êtes grossiste, vous êtes traité comme grossiste. Si vous êtes demi-grossiste, vous êtes traité comme demi-grossiste, vous n'avez pas les mêmes droits, les mêmes taxes que les détaillants. Maintenant, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un système de déclaration. C'est-à-dire que c'est le contrôleur qui va déclarer ses impôts à l'État. Voilà. Donc, il y a une liberté qui est accordée au contribuable. Donc, le contrôleur va déclarer ses impôts à l'État. Maintenant, l'État aussi a un droit de contrôle. Voilà. Donc, on va parler maintenant du principe de liberté de gestion. Voilà. Donc, la liberté de gestion, c'est quoi? C'est le fait de gérer conformément les biens de l'entreprise à l'objet conformément à l'objet de l'entreprise. Voilà. Donc, ce principe, la contraire sont totalement libres de leur choix, sauf si ceux-ci s'analysent en abus de droit ou en acte anormaux de gestion. Voilà. Donc, les biens d'entre eux doivent être utilisés conformément à l'objectif de l'entreprise. Donc, ça, c'est le cas de liberté de gestion. Chacun, l'État n'intervient pas dans la gestion de l'entreprise. Chaque dirigeant a ses objectifs, a ses moyens qui viennent en tête. Donc, il doit gérer les biens, le patrimoine de l'entreprise par rapport à ses objectifs et ses moyens-là. Donc, l'abus de droit, lorsque la gestion est faite, n'est pas faite conformément à cela, on va parler d'abus de droit. Il y a abus de droit lorsque, dans le but de se soustraire en totalité ou en partie à l'impôt, le contrôleur produit à l'administration fiscale un acte qui dissimule la portée véritable d'un contrat ou d'une convention. Donc,
Donc, si nous le faisons un système déclaratif, chacun doit déclarer ses impôts, chacun doit les déclarer. Mais ça se fait par rapport à la réalité. Si l'entreprise masque les réalités, minore ses impôts, minore ses déclarations, va sans dire que l'État va sanctionner ceux à l'État de sanctionner cela aussi. Voilà, voilà. Donc, il faut que l'entreprise gère également, conformément, faire des déclarations qui sont justes, valables. Donc, tout ce que l'entreprise fait va être déclaré à aux impôts. Tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise va être déclaré aux impôts. Et c'est sur ça que l'entreprise va payer ses impôts également aussi. Maintenant, il y a l'abus de droit. Donc, vous n'avez pas respecté les droits de l'État, vous avez minoré vos droits. Il y a l'acte anormal de gestion. C'est lorsque les dirigeants d'entreprise doivent, en principe, être engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Un conseil comme acte anormal des gens qui ne payent pas à ce principe-là. C'est-à-dire que vous ne gérez pas l'entreprise conformément à ce que l'entreprise a défini. Lorsque la normalité d'une charge est retenue par l'administration, elle ne sera pas déductible de la base de l'impôt sur les bénéfices. Voilà. Donc, au lieu de faire les dépenses, l'entreprise fait des dépenses personnelles. Les dépenses personnelles ne sont pas déductibles de l'impôt de l'entreprise. Voilà. Les dépenses effectuées à titre personnel ou dans l'intérêt du dirigeant ne sont pas déductibles des charges fiscales de l'entreprise. Tout à l'heure, on a dit qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un système déclaratif. Ça va faire que c'est le contrôleur qui déclare ses impôts à l'État. Maintenant, l'État aussi a le droit de contrôler ces déclarations qui étaient faites par le contrôleur. Donc, l'État, dans cette déclaration aussi, peut sanctionner le contrôleur. On peut dire que non, le contrôleur a fouté, la déclaration n'est pas honnête, ce n'est pas sincère. Le contrôleur aussi a le droit de se défendre. Ça va. Donc, nul n'est, il y a le principe nul n'est condamné s'il n'est pas encore jugé. Voilà. Donc il y a un principe aussi de droit à la défense. Le contrôleur aussi peut se défendre par rapport à ce que l'État a dit. Ça va. Si le contrôleur est sanctionné, le contrôleur peut apporter des éléments d'information pour dire à l'État que non, que voici ce que vous avez fait, vous êtes trompé à tel niveau. Voilà. Voilà. Donc le droit s'appuie sur le principe de la contradiction. Si vous apportez une preuve, l'autre peut apporter la contradiction de l'autre preuve. De cette preuve-là. Voilà. Donc le contrôleur a un droit de réponse aussi. Donc il doit se défendre aussi. Il peut se défendre par rapport à ce que l'administration prévoit comme taxe et autres. Voilà. Donc, sur la base de ce principe, tout contrôle fiscal est fondé sur le respect d'une procédure contradictoire, sauf cas spécifique d'impôt, d'imposition de fisc. Donc, l'État envoie ses preuves, le contribuable envoie ses preuves. Donc, on va confronter les preuves pour déterminer la vérité. Voilà. Donc, c'est le principe. On a le droit à se défendre. Ce n'est pas parce que vous avez payé 100 millions d'impôts que vous allez aller payer 100 millions d'impôts pour avoir les preuves comme quoi que l'État s'est trompé. Voilà. Dans la notification qu'on vous a faite. Quand on voit la classification des impôts, les impôts peuvent être classés en fonction de leur qualification par la loi, en fonction de la qualification de l'organisme qui les perçoit, en fonction de la nature de l'impôt. Les impôts selon leur qualification par la loi et les impôts directs. Voilà. Ils frappent annuellement un contribuable déterminé, personne physique, au titre des bénéfices. Donc les impôts directs, c'est les impôts que le contribuable lui-même paye. Ça va? C'est ce que l'on peut appeler impôt direct. Impôt sur le revenu, sur ton salaire, impôt sur ton bénéfice. Voilà, ça c'est les impôts directs. Donc l'impôt direct, c'est l'impôt que le contribuable paye sur ses revenus. Les impôts directs, c'est les impôts à la consommation. Ça va? Voilà. Les impôts que le contrat fait payer par quelqu'un d'autre, la TVA,
C'est le consommateur final qui paye la TVA, par exemple. Les entreprises jouent le rôle du collecteur d'impôts au profit de l'État. Donc, l'entreprise ne paye pas la TVA, elle est collecteur d'impôts au profit de l'État. Ça, c'est le principe. Donc, les impôts directs, c'est l'entreprise fait payer l'impôt par quelqu'un d'autre. L'impôt, c'est la classification de l'impôt selon les organismes qui les perçoivent. Les impôts perçus par l'État, tels l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les bénéfices, la TVA, une partie des droits d'enseignement. L'impôt aussi est reçu par les collectivités locales des départements, la taxe professionnelle, la taxe foncière, la taxe d'habitation, une partie aussi des droits d'enseignement. L'impôt sur les, selon les nature, troisième qualification, classification, c'est l'impôt sur la, selon leur nature. L'impôt sur les revenus ou les bénéfices. Impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur le revenu, il y a l'impôt sur le revenu et puis l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les dépenses. L'impôt sur les dépenses, vous avez la TVA, vous avez les taxes diverses, les droits du droit. L'impôt sur le capital, vous avez les droits d'enregistrement, voilà, pour vous payer dans ce que l'impôt sur le capital. Voilà. Donc, dans cette classification, vous avez l'impôt sur le revenu du contribuable, l'impôt sur la dépense du contribuable, l'impôt sur le capital que le contribuable met en place. Voilà, les droits d'enregistrement. Ok, en grand cadre, on va voir les principaux rôles de l'impôt. Quel est le rôle de l'impôt? Le premier rôle de l'impôt, le rôle classique de l'impôt, le rôle financier et budgétaire. Donc, c'est de renflouer les caisses de l'État. C'est le premier rôle de l'État. L'impôt sert à renflouer les caisses de l'État. L'impôt sert à procurer des recettes à l'État en vue de la couverture des charges publiques. Voilà. Donc, ça, c'est le premier rôle de l'État, de l'impôt. Permettre de renflouer les caisses de l'État, procurer des recettes à l'État en vue de la couverture des dépenses publiques. Ça, c'est le premier rôle. Donc, la première ressource de l'État, c'est les impôts. Donc, c'est les recettes fiscales. La première ressource de l'État qui va permettre de couvrir les dépenses de santé, les dépenses scolaires, de payer les salaires des fonctionnaires, des policiers, des militaires, des gendarmes, de financer l'éclairage public, les additions d'eau, voilà. Tout ce qui est service public. Le deuxième rôle de l'impôt a un rôle économique pour moderniser. L'impôt a un rôle économique moderne, donc l'impôt est un outil d'interventionnisme économique, culturel et social. L'État utilise l'impôt pour investir dans les zones qui ne sont pas économiquement intéressantes, qui sont éloignées, voilà, pour établir un équilibre entre le pays, entre les différents pays. Voilà. L'impôt permet je veux dire, de socialiser ces zones-là et puis de créer de l'activité dans ces zones-là qui apparemment ne sont pas rentables pour des investisseurs privés ou autres. Donc l'État utilise les impôts pour orienter la politique économique, sociale et culturelle. Cette instrumentalisation de l'impôt se manifeste par les mesures, euh, se manifeste par exemple par les mesures d'incitation fiscale à l'investissement, par la progressivité de l'impôt sur les revenus, par les exonérations, voilà, les inventions et autres déductions. Voilà. Donc, si les zones sont reculées, l'État peut inciter les gens à investir dans ces zones-là en apportant des réductions. Voilà. L'État aussi intervient pour inciter les gens à investir dans le pays en accordant des exonérations fiscales, en faisant des exemptions. Voilà. Donc, l'État peut dire, par exemple, il y a des produits de grande consommation qui ne sont pas fiscalisés, qui ne subissent pas d'impôts. Voilà. Je ne sais pas d'impôts. Dans un produit de grande consommation, vous avez le riz, euh, vous avez aussi les produits de grande consommation, vous avez aussi les manuels scolaires, les cahiers des élèves, les pailles, les tissus, qui ne subissent pas d'impôts pour pouvoir permettre aussi les médicaments. Voilà, voilà.
tu ne paies pas d'impôt, voilà, tout ça. Le rôle social de l'impôt, donc l'impôt assure une sorte de redistribution de richesse du pays entre les citoyens. Quelles sont les administrations en charge de l'impôt en Côte d'Ivoire? Les administrations, il y a trois administrations qui sont en charge de l'impôt en Côte d'Ivoire. La première administration, c'est la direction générale des impôts, la DGI, qui détermine l'assiette, qui contrôle le recouvrement, qui le contentieux des impôts directs, des taxes indirectes, des droits d'enseignement et des thèmes. L'exception du recouvrement des impôts reçus par voie de rôle. La direction générale de la comptabilité publique et du trésor pour le recouvrement des droits perçus. Voilà. Donc, généralement, l'impôt payé à la direction générale du trésor public, qui est la banque de l'État. La direction générale des douanes pour l'assiette, le recouvrement, le contrôle, le contentieux des droits et les droits et taxes inscrits au tarif des douanes. On a les droits. Donc, pour les importations de marchandises, on va à la direction générale des douanes, on va en local. La consommation intérieure répond par la DGI, la direction générale des impôts. Voilà. Donc, la banque de l'État pour les versements, la direction générale du trésor public pour les versements. Donc, après ce chapitre introductif, on va voir le deuxième chapitre. Alors, non, 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 d'accord, il faut. Non, non, d'accord, mais il faut. Les droits d'enregistrement sont des droits qui sont perçus à l'occasion de ces dates pour donner une date certaine à cet événement-là. Ces droits sont perçus dans un service d'enregistrement qui existe. Voilà. Donc, au service de l'impôt, il y a un service qu'on appelle le service d'enregistrement. Voilà. Donc, ce service-là est compétent pour percevoir les droits d'enregistrement. Donc, les droits d'enregistrement sont recouvrés. Ils sont perçus à l'occasion des séances juridiques, vente, baux, échange, constitution de société, succession, augmentation de capital. Voilà. C'est donc un caractère direct ou indirect ou d'impôt sur le capital. Donc, le mot enregistrement désigne à la fois la formalité et un impôt. Voilà. La formalité, il y a un registre d'enregistrement. Voilà. Donc, quand vous allez, vous avez payé les droits de thème route, il y a un registre d'enregistrement sur lequel on inscrit l'acte. Voilà. Comme s'il était né, on vous inscrit euh, dans l'acte de l'enregistrement de l'état civil. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Voilà. Donc, la naissance, tout ce qui est action qui tourne, la vie de l'entreprise, les mutations, ça va se inscrire dans les actes, dans ce registre-là, qu'on appelle le registre de l'enregistrement. Donc, l'enregistrement aussi, c'est également un impôt. Donc, les droits d'enregistrement constituent un ensemble de droits perçus par l'État pour un certain nombre d'actes relatifs aux entreprises. Voilà. L'enregistrement est une fonctionnalité fiscale qui consiste à analyser ou à mentionner un acte juridique dans un registre spécial. Le rôle est essentiel et définitif de la formalité d'enseignement et d'ordre fiscal. Donc, quand vous avez la création de l'entreprise, on doit enregistrer l'entreprise, donc on doit payer un droit pour enregistrer l'entreprise. Donc, ce droit-là est appelé droit d'enregistrement. Il y a une formalité aussi, donc l'entreprise sera inscrite dans le registre spécial d'enregistrement. Donc, c'est la formalité. En cas de constitution de l'entreprise, en cas de changement de capital, augmentation, de réduction, diminution de capital, on va passer. En cas de fusion, en cas de scission, en cas d'accord partiel, également aussi.
Donc, l'enregistrement constitue un mode particulier de taxation des opérations dans la vie juridique. L'impôt perçu dans ce cadre se dénomme droit d'enregistrement. Donc, l'impôt perçu dans le cadre de l'enregistrement est appelé droit d'enregistrement. Les droits d'enregistrement perçus de cette formalité, comme suit le droit proportionnel, le droit progressif et le droit fixe. Le droit proportionnel est celui qui a un taux unique par tranche de montant global. Donc, par exemple, on va dire de 10 millions à 1 milliard, 0,3%. Ça, c'est un droit proportionnel. L'impôt progressif a un taux progressif suivant la tranche de revenus considérée. L'impôt, par exemple, sur la contribution nationale, il y a un impôt progressif. Vous dites par exemple de 0 à 115 000, il n'y a pas d'impôt de 115 000 à 200 000, 5,5%, de 130 000 à tel montant, voilà. Donc ça, c'est un impôt progressif. Par tranche, le taux varie. Le droit fixe est un droit unique. On voit que pour ce droit-là, c'est un montant unique qu'on paye. Le droit fixe en Côte d'Ivoire est de 18 000. Donc, pour l'étude de notre chapitre, nous allons nous intéresser au droit d'enregistrement qui concerne les sociétés commerciales, voilà, qui payent les impôts à l'État lors de leur constitution, lors de la modification du capital, de la fusion des sociétés, de la dissolution, de la scission d'une parcelle d'actifs. Donc, ce sont ces droits-là qu'on va euh, voir. Donc, par ailleurs, sont exclus du droit de paiement du droit d'enregistrement les sociétés d'État ou d'économie mixte. Voilà. Les coopératives agricoles, voilà, ils ne payent pas de droit d'enregistrement. Les sociétés mutualistes ne payent pas de droit d'enregistrement. Les sociétés immobilières d'économie mixte ne payent pas également de droit d'enregistrement. Maintenant, prenons la constitution de la société. Les droits que l'entreprise doit payer à la constitution de la société.
Ok, les droits d'enregistrement sont les droits dus à la constitution de la société. D'accord. À la constitution de la société, les droits sont payés par rapport aux apports que la société a fait. Il y a trois types d'apports. Les apports sont les biens que la société transfère la propriété euh, à la société en contrepartie des droits sociaux. Ça va. Lorsqu'on crée une société, il y a des apports que les sociétés font. D'autres apports de l'espèce, d'autres apports des biens, d'autres apports des dettes. Ça va, voilà. Donc, c'est ensemble d'avoir consulté les apports de la société. Hein. Il y a trois types d'apports en fiscalité. D'abord, il y a ce qu'on appelle les apports à titre pur de simple APS. Hein. Les APS, c'est des apports contre lesquels on remet des actions, des obligations, des actions ou des titres ou des parts sociales. C'est-à-dire que vous apportez 10 millions, on vous donne pour 10 millions d'actions. Si l'action vaut 10 000 francs, on va vous donner 1000 actions. Ça va. Voilà, donc pour les 10 millions que vous avez apportés. Voilà. Maintenant, les apports à titre onéreux. Les apports à titre onéreux, c'est les apports qui sont marqués par la prise en compte d'une dette par la société. Voilà. Donc, cette dette-là va venir réduire le montant de vos biens que vous avez apportés. Donc, ça, c'est les ATO. Mais les apports mixtes, c'est l'apport en affaires lorsque l'actionnaire apporte un patrimoine. Donc, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes d'une entreprise, d'une personne physique ou morale. Hein. Donc, il y a les biens et il y a les dettes. Donc, dans ce cas-là, on va parler des rapports mixtes. C'est-à-dire que vous avez fait une partie APS, une partie ATO. C'est-à-dire que vous avez apporté des biens et des dettes. Si vous apportez des biens et des dettes, on va dire que vous avez fait un apport mixte. Si vous avez apporté des dettes, on va dire que vous avez fait un apport à titre onéreux. Si vous apportez des biens, de l'argent sans dette, qui sont échangés directement contre les actions, on va dire que vous avez fait un apport APS. Donc la taxation aussi répond à ces trois critères. Dans les APS, ce sont des apports réels, effectués en nature, en numéraire ou par les associés, et qui sont exclusivement rémunérés par les droits sociaux. La somme de ces apports constitue le capital d'entreprise. Vous apporter soit des biens, soit des biens en nature ou des biens en numéraire, mais sans dette. Voilà. Vous avez apporté des biens en nature, biens en numéraire, sans dette. On vous donne en contrepartie des actions, des parts sociales, voilà, pour les biens que vous avez apportés. Maintenant, les ATO, c'est la prise en charge par l'entreprise d'une reconnaissance des dettes, d'un remboursement de prise en charge d'un passif à la de la société. C'est-à-dire que les biens que vous avez apportés, vous avez, il y a des dettes, où il y a la prise en compte d'un passif. Voilà. Donc ça, c'est les ATO. Les apports mixtes, comme je viens de le souligner, c'est à la fois les apports à titre onéreux et que les apports à titre euh, APS, voilà. À titre pur aussi. Voilà. D'accord. Il y a une mutation de quoi? Oui. C'est un nouvelle personnel là. Non, c'est une équipe de jeunes. Hein? Ils étaient là avant. Non, mais ça là, j'ai jamais vu. Il y a deux fois que j'ai jamais vu. C'est là que j'ai jamais vu. Il y a une autre qui est trouvée ici que j'ai jamais vu. Oui, c'est ça. Ouais, une chose. Il faut, si je veux faire l'exercice, je fais comment? La caméra. Hein? Je touche pas au projecteur. Non, non.
L'exercice que vous faites là, c'est pour écrire, non? Oui, c'est pour écrire. Non, le projecteur reste, vous codez simplement sur le tableau. Donc, ça c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord, c'est bon. Mhm. Bon. Vous pouvez commencer. Ok. Donc, on va déterminer le poids de la pièce. On va se blesser ça. Donc, on va prendre les biens, bâtiment, 100 millions, marchandises, 80 millions. Donc, 50 millions. Donc, l'ensemble des biens va accompagner la pièce. La pièce, ça fait 50, 180, 180, plus 50, 230 millions. Apport brut. Apport brut, 230 millions. On peut décider de l'embaucher sa fournisseur. Dette, dette, 35 millions. Et puis, fournisseur, 25 millions. APS. Après, 35 plus 25, 10. Après, 170 millions. Donc, si on veut reprendre les apports brut. Donc, apport brut, ATO égale à 60 millions. Voilà. Voilà. Donc, on a un apport brut qui est 230 millions, APS 170 millions et KTO 60 millions. Donc, c'est les APO qui vont donner lieu à rémunération. Les APS, pardon, qui vont donner lieu à rémunération. La taxation des APS, article 550. Voilà, donc la taxation des APS. Donc c'est la distribution des APS qui va dans le capital d'entreprise. Hein. Donc si chaque société, il y a trois sociétés qui apportent des biens, on additionne les APS. Les APS vont dans le capital de la société. Les ATO, ce sont les dettes, ça va, dans les dettes de la société qui vont pas faire partie de ce qu'on appelle le droit de mutation. Donc il y a un tableau pour la détermination des APS, des ATO, des ATO. Donc, le droit calculé sur les APS. Donc, pour les APS, l'imposition sur des APS sur un barème dégressif. Lorsque le montant des APS est compris entre 0 et 10 millions, le taux est de 0%. Donc, il n'y a pas de montant. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui apporte un capital ou bien des biens pour créer une société de 0 francs à 10 millions, il ne paye rien. Il paye seulement un droit fixe de 18 000. Maintenant, de 10 millions à 5 milliards, le taux applicable est de 0,3%. Donc, de 10 millions à 5 milliards, le taux applicable est de 0,3%.
Donc, si quelqu'un apporte des biens, un ensemble d'apports énumérés en nature, que le total des apports se situe entre au-dessus de 10 millions jusqu'à 5 milliards, il va payer 0,3% de ce montant-là. Maintenant, si le bien également apporté est au-delà de 5 milliards, supérieur à 5 milliards, la partie supérieure de 5 milliards va payer 0,1% dessus. Donc, la taxation des APS prend en compte les montants libérés et non libérés. Ça ne tient pas compte des conditions de libération du capital. Voilà. Donc, on a vu que dans ce cas, on peut libérer le capital par fraction. Un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Voilà. Donc, le droit payable ici ne tient pas compte de ça. C'est prendre le capital dans son intégralité, c'est-à-dire libéré et non libéré. Voilà. Donc, c'est taxé. Donc, pour les apports en nature, voilà, en nature réestimé, le droit se calcule sur les valeurs réestimées et sur les valeurs au bilan. Voilà. Si vous apportez un bien, puis à la suite de ce bien-là, que l'entreprise désire une commission aux apports qui réévalue le bien, voilà, vous donnez la valeur réelle de ce bien, la date de sa prise en compte par la société. Là, on a les assureurs de désigner une commission aux apports qui va venir déterminer la valeur de ce bien. Donc, c'est un expert, ça peut être un expert immobilier, voilà, qui va venir déterminer la valeur de ce bien, à la date d'entrée du bien dans le patrimoine de l'entreprise. Maintenant, lorsque vous apportez les terrains et puis les bâtiments, il a versé une taxe additionnelle appelée contribution foncière ou publicité foncière de 1,2%. Donc, chaque fois que vous apportez un terrain ou un bâtiment, voilà, donc on va payer 1,2% sur ce terrain ou ce bâtiment. Voilà, comme toi. Voilà. Terrain, bâtiment, construction. Donc, on a récapitulé tout ça dans un tableau. Voilà. Illustration des apports. Donc, vous avez ici APS de 0. Lorsque le total des APS, des apports, est inférieur à 10 millions, il va s'exonérer. Voilà. Exonéré. Maintenant, la fraction de 10 millions APS, ça va? Le montant des APS supérieur, moins 10 millions, c'est multiplié par 0,3%. Voilà. Mais la fraction aussi des APS supérieure à 5 milliards, voilà, voilà, est supérieure à 0,1%. Maintenant, on en arrive à la taxation des ATO, les apports, les dettes, ça va? Voilà. Donc, les ATO sont des états de mutation. La position se fait sur la nature du bien apporté et des associés. Voilà. Donc, les ATO, tu vois, répondent à une taxation particulière. Voilà. On va regarder les biens apportés et puis chaque bien va supporter par rapport à sa nature des taux. Tu vois. De même pour la taxation des ATO, on part du taux le plus faible jusqu'au taux le plus élevé. Voilà. Donc, si on prend notre exercice, on va commencer par banque, qui est le taux est de 0%, puis machinerie, le taux est de 18%. Un tel taux fixe de 18 000. Voilà. Et puis après ça, si je parle, donc c'est le montant des APO qu'on doit évaluer, par exemple, dans notre cas, c'est 60 millions, mais ce sont les 60 millions qu'on doit taxer. Voilà. Donc pour la taxation, c'est ce tableau-là qui va servir pour l'évaluation des dettes. Tableau. Voilà. Donc la trésorerie, le taux de trésorerie caisse banque, c'est 0%. Le taux de client, si vous voyez client dans le bilan, voilà, quand on intègre les postes clients sur les APO, on prend 0%. Les droits sociaux, c'est les actions. Voilà. 0% également. Les marchandises neuves, produits en cours, produits finis, donnent droit à un droit fixe de 2 000. Les biens meubles apportés en dehors du fonds de commerce, 2 000.
Bail de biens meubles, location 18 000. Mutation d'immeuble installé à l'étranger 1,5% plus contribution foncière. Bail à durée limitée, voilà, durée de bail location 2,5%. Donc, c'est sur la valeur du contrat de bail 2,5%. Échange d'immeuble avec retour 5% plus contribution foncière plus droit de mutation. Échange d'immeuble avec retour, échange d'immeuble sans retour. Échange d'immeuble, c'est-à-dire qu'avec retour, c'est-à-dire vous avez par exemple un immeuble qui vaut 15 milliards. Tu vois. Et puis vous échangez contre un immeuble qui vaut 10 millions. Donc la personne va vous payer un complément en argent pour égaliser la valeur de votre immeuble. Voilà. Donc ça c'est échange avec retour. Échange sans retour, c'est-à-dire que vous avez votre, vous prenez un immeuble de 10 millions contre la valeur de 10 millions. Voilà. Acquisition d'un immeuble à usage industriel, commercial, de bureau, par la concurrence sur la propriété, c'est 4%. Hein. Tout ce qui est échange d'immeubles, de bâtiments, commercial, industriel, c'est autour de 4%. C'est-à-dire que si, dans notre cas ici, on va prendre, par exemple, à titre d'ATO, pour éponger les ATO, on va prendre le bâtiment ici, c'est 4% qu'on va prendre. Voilà. Acquisition d'immeubles par stock de combustible, c'est 10%. Bail à durée limitée, lors de bail, c'est 10%. Fonds de commerce, éléments incorporels et incorporels, c'est 10%. Voilà. C'est lorsque quelqu'un apporte son bien, les éléments incorporels et incorporels qui sont dedans, comportement, c'est 10%. Coût d'acquisition, location, vente à la fin du contrat, 10%. Le droit de mutation est exigé en intégralité à la condition, quel que soit le montant. Le paiement des droits. Le droit calculé sur les APS est exigé en intégralité à concession, à la concession. S'il est inférieur à 25%, à 25 millions par an. Par contre, lorsque ce montant est supérieur à 25 millions, on peut le fractionner. Voilà. Par exemple, si sur les APF, si est supérieur à 25 millions, ça peut être fractionné en tiers. Voilà. Donc, vous pouvez payer sur 3 ans sur les droits sur les APS. Le premier tiers à la concession, le deuxième tiers 1 an plus tard, le troisième tiers 2 ans plus tard. OK. Maintenant, le principe de la taxation. En général, il existe deux méthodes, deux principes ou deux méthodes de taxation sur le régime de droit commun. Donc, c'est le régime que nous avons là, c'est ce qu'on appelle le régime de droit commun. Voilà. La méthode favorable à l'entreprise ou méthode avec ordre d'imputation. L'entreprise donne un ordre d'imputation. Donc, la méthode favorable à l'entreprise, c'est la méthode où l'entreprise donne un ordre d'imputation. Donc, cette méthode suppose que les taxations des actes vont se faire du taux le moins élevé, de 0%, jusqu'au taux le plus élevé. Voilà. Maintenant, le contraire, c'est lorsque l'entreprise ne donne pas un ordre d'imputation. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas donné un ordre d'imputation. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que les taux vont aller du plus élevé au moins élevé. Euh, Et puis, la taxation doit se faire en partie en ATO, en partie APS. Donc, si l'entreprise ne donne pas d'ordre d'imputation, ça c'est un cas exceptionnel, c'est un cas école.
Dans ce cas, la taxation se fait sur la base de chaque élément relatif qui est apporté à titre pur et simple et à titre onéreux. Donc, on va calculer un coefficient. Donc, on prend les apports APS sur les apports bruts pour calculer un coefficient. Puis on prend les ATO sur les apports bruts également pour calculer un coefficient. Voilà. La méthode la plus optimale office, c'est une méthode aussi, dans un cas d'école. Dans cette méthode, les APO sont impliqués sur les éléments qui subissent les taux les plus élevés vers les éléments qui subissent les taux les moins élevés. Ça, c'est la méthode favorable office. Ok, donc on va voir le premier cas pratique. On va déterminer les apports, on va déterminer le capital de la société. Les trois associés, on va déterminer les apports des trois associés. On a d'abord le premier associé qui apporte tout le monde. On détermine les apports de tout le monde. Donc, construction, la partie construction, 450 millions. Euh, Fonds de commerce, 3 milliards 500 millions. La portée des espèces, l'argent liquide, espèces, 120 millions. Donc ici, apport brut, tout le monde, apport brut, tout le monde, ça fait combien 0, 6, 9, 4 milliards 70 millions. Apport brut, 4 milliards 70 millions. Et puis, il y a une dette de 130 millions. Dette 130 millions. Donc, fait 4 milliards 70 millions moins 130 millions. Apport net APS, 130 fait quoi Ici 0, 7, 4, 10, 9, 3 milliards 940 millions. Donc, vous devez récapituler ici tout. APS, 3 milliards 940 millions. ATO, 130 millions.
Premier, premier, et maintenant commercial 1 milliard 500 millions, hypothèque, l'hypothèque c'est une dette, hein, donc c'est un gage sur le bâtiment, 200 millions, donc c'est une dette. Donc, APS, 1 milliard 300 millions. Premier, premier, APS, 1 milliard 300 millions, ATO, 200 millions. OK. On va déterminer les apports de courant. Les apports d'équipement. Les apports matériel de transport. 2 milliards 500 millions. On prend comme créance. Client. 1 milliard 500 millions.
Donc, 640 millions marchandises, 900 millions bâtiments, logement, personnel, 400 millions, immeubles administratifs, 350 millions. Donc, dans l'apport brut qui est égal à la somme de ces apports-là, et puis les dettes, on a quoi? Dette 2 milliards, on prend encore fournisseurs, 1 milliard, 200 millions. Donc là, 1 milliard, 4 milliards, 640 plus 900, 10, 540 plus 400, 240 plus 250. C'est 5 milliards 280 millions. Moins 3 milliards 200 millions. ABS, 3 milliards 200 millions. 2 milliards. Donc, on peut déterminer le capital de la société égale 3 milliards 940 millions. On va faire la somme de l'ABS plus 1 milliard 300 millions plus 1 milliard 300 millions plus 2 milliards 90 millions. Yeah. Donc, 3 milliards 940 plus 1 milliard 300 plus 2 milliards 90 plus 3 1 plus 3 4 6 7 milliards 330 millions. Donc, le capital de la société est 7 milliards 330 millions. Donc, la somme des ABS constitue le capital de la société.
Rapporter ABS, 2 milliards 90 millions, ATO, ATO, 3 milliards 200 millions. Ok. On va essayer de déterminer la valeur des bâtiments de construction pour l'application
c'est le capital. Deux millions 90. 30%. 3 millions. Sept milliards. 330 Ok. Donc, on va essayer de calculer les droits. Calcul des droits. Le calcul des droits s'effectue dans un tableau. Élément, calcul, droit proportionnel, c'est le pourcentage, droit fixe. On va le nommer DF, droit fixe, ça veut dire que pardon, droit fixe, on va le nommer DF. APS, 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 on a trouvé 7 milliards 330 millions, le capital de la société. Première tranche, la première tranche ici, de 0 à 10 millions, exonéré. Deuxième tranche, on a fait 5 milliards moins 10 millions, équivalent à 2,3%. Voilà. Troisième tranche, ici on a dépassé 7 milliards, on a fait 7 milliards 330 millions moins 5 milliards à 0,1%. Je vais mettre ici. Donc on a fini la pièce. Voilà. On va prendre ATO. ATO, on le fait par associé par associé. Associé, ATO, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Donc on va regarder les biens de tout le monde. Voilà. Donc son ATO c'est 130 millions. Il y a espèce ici. L'espèce ça fait 120 millions. 120 millions divisé par 0%. 0. Après il y a quoi? Donc, la construction. Construction qui a un taux moins élevé. Donc, pour atteindre les 130 millions, on a passé 120 millions, 10 millions. Donc, 10 millions, en place, ça fait construction qui est par 4%. Voilà. Qui est par 4%. Donc, on a fini les ATO, tout le monde. ATO, Kwame. ATO Kwame. Son ATO, c'est combien? ATO Kwame, 200 millions. Donc, c'est bâtiment. Donc, bâtiment. Donc, on fait avec tous les 4%, 200 millions,
divisé par 4%. Et puis, on a dit ATO équivalent. ATO équivalent, ça fait combien? 3 milliards 200 millions. Voilà, équivalent 3 milliards 200 millions. Donc 3 milliards 200 millions, on va impliquer sur ce que nous pouvons avoir d'abord la chose banque. Donc, on a 640 millions qui est par 0%. C'est 140 millions qui est par 0%. La créance, 1 milliard 500 millions qui est par 0%. Créance. Après, on va quoi? On aura la marchandise, 900 millions, l'office, résumé. Donc, le montant qu'on a fait, on a 640. 640. 1 milliard 500 et puis 900. 11, 40 millions. Et 160 millions. Bâtiment 160 millions. Divisé par 4%. Taxe sur contribution foncière, TCF. On parle des bâtiments. 351 millions. Plus 1,5 milliard. Plus 400 millions. 400 millions. Plus 350 millions. Divisé par 1,2%. Donc, faites des calculs. Je ne fais pas de calcul en fixe. Faites des calculs. Donc, ici, pour avoir les 3 milliards 200 millions, on a pris les coûts les moins élevés. Ici, la théorie de tout c'est 3 milliards. Donc, le taux de banque, on prend 140, on fait 0%. Créance, 0%, on prend 1 milliard 500 millions. Marchandises, on fait 900 millions. Donc, pour atteindre les 3 milliards 200 millions, il reste 160 millions. 160 millions, on va prendre ça sur le bâtiment qui a le taux le moins élevé, 4%. Donc, on a fini avec les 3 milliards 200 millions de tout. Maintenant, ici, ce sont la construction des bâtiments pour la taxe sur la contribution foncière. 450 millions, 1 milliard 500 millions, 400 millions, 350 millions, vous additionnez 2 par 1,2%. On va mettre le montant ici.
Yes. Yes. Thank you. Donc, c'est pas fait. 1 470 000. Dieu me donne 330.
Non, merci, c'est bien.